Bienvenue sur le podcast Les Croqueuses. Moi, c'est Pauline et je suis là pour vous aider à construire un quotidien qui vous ressemble et dans lequel vous vous épanouissez chaque jour un peu plus pour croquer votre vie à pleines dents. Après 12 années passées dans l'enseignement auprès des enfants et des familles, aujourd'hui je suis coach certifiée et praticienne EFT. J'accompagne les personnes sensibles et hypersensibles dans leurs émotions au quotidien et j'aide les femmes qui ont traversé des épreuves de vie douloureuses qui sont maintenant prêtes à se reconstruire dans la légèreté, la sérénité et la bonne humeur. Si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, c'est sûrement que vous êtes vous aussi des croqueuses. Dans les épisodes, seule ou avec mes invités, je vous partage des réflexions, des astuces, des inspirations et des outils pour croquer votre vie à pleines dents. Ramenez de la légèreté, de la joie et du dynamisme qui vous donnera l'élan dont vous avez besoin. Le tout avec ma bonne humeur et beaucoup de pétillance, comme d'habitude. Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va. Aujourd'hui, j'accueille Sarah, une véritable louve. Du postpartum au burn-out professionnel, vous allez découvrir notre échange plein d'enseignements. Sarah est la créatrice de Louve, une belle aventure qui a commencé par un grand chamboulement dans sa vie. Restez bien à l'écoute pour découvrir son parcours et sa gourmandise, mais je ne vous en dévoile pas plus, je vous laisse découvrir tout de suite notre conversation. Hello! Bienvenue à toi Sarah, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Les Croqueuses. Si t'es là aujourd'hui, c'est que t'as un truc à nous partager, qu'à un moment donné, dans ta vie, dans les semaines, les mois, les années qui viennent de passer, t'as eu à faire face à des moments challengeants, difficiles, intenses, et surtout que t'as réussi à traverser tout ça et qu'aujourd'hui, t'es plus la même. Donc tu vas nous raconter, nous expliquer comment tu continues de grandir dans ta vie, toi, aujourd'hui, Sarah, à partir de tout ça. Et pour commencer, je te propose de te présenter brièvement et de nous en dire un peu plus sur toi. Salut Pauline, merci beaucoup pour l'invitation. Du coup, moi c'est Sarah, j'ai 31 ans, je suis la maman de Sandro qui vient d'avoir 2 ans. J'habite près de Rennes et donc du coup je vis avec mon fils et mon conjoint. Super, tu es presque rennaise, on est presque voisines et c'est aussi pour ça que t'es là aujourd'hui, c'est que dans la vie on se connaît déjà, qu'on a eu l'occasion d'échanger et maintenant que tu t'es présentée un petit peu, moi je te connais, les auditrices te connaissent un peu mieux. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé pour toi, par quoi t'es passée, ce que tu as expérimenté et que tu avais envie de parler aujourd'hui dans cet épisode? Alors moi l'épreuve que j'ai vécue, elle a suivi la naissance de mon fils en mars 2021. En fait, j'ai souffert d'anxiété du postpartum, on n'en parle pas souvent, on parle surtout de dépression postpartum. Mais il y a un niveau, on va dire, un peu plus light de la dépression qui est l'anxiété. Et de retour à mon boulot, en juillet 2021, j'ai aussi fait face à un burn-out, donc dans la même année. Et en fait, la boucle a été bouclée 1 an après la naissance de mon fils. Donc en gros, après la naissance de Sandro, donc toutes celles qui ont déjà accouché le savent, on rentre dans une période qui est le postpartum et qui est ce que j'appelle une bulle cosmique. On est dans son entre-soi, chez soi, dans son foyer, et en fait, on oublie un peu qui on est nous et on se concentre à 100% sur un petit bébé. Et puis après vient le temps, quand on est salarié, on doit retourner au boulot, donc il y a certaines qui redoutent, et puis il y a celles comme moi qui avaient hâte de revoir des adultes, de pouvoir échanger avec des gens et faire autre chose que changer des couches. Mais finalement, en arrivant au boulot, je me suis rendu compte que en fait, ma place était pas du tout là-bas. En gros, ce qui s'est passé, c'est que les premières semaines, j'étais donc un peu dans cette euphorie de reprendre une vie sociale et tout ça. Mais très vite, je me suis dit, mais en fait, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? C'était vraiment l'impression que j'avais. Je me disais que j'étais pas du tout à ma place. Tous les problèmes que je gérais avant, en plus, j'avais un poste à responsabilité, j'avais une équipe. Tous les problèmes que je gérais avant et que je trouvais super importants, où j'y allais vraiment corps et âme pour trouver des solutions, et ben vraiment, avant de répondre aux gens, j'étais dans ma tête, mais en fait, je m'en fous. J'ai pas envie d'être là, j'ai pas du tout envie de faire ce que je fais, quoi. Et donc, du coup, une grosse perte de sens qui avait déjà commencé pendant que j'étais enceinte, mais qui là, vraiment, s'était consommée. J'avais vraiment envie de sortir de là. Heureusement, j'avais un environnement bienveillant avec mes collègues, ce qui fait que ça m'a fait tenir encore quelques mois, mais au bout d'un moment, le fait est que j'arrivais pas à retrouver de l'intérêt pour mon boulot, quoi.
Ok. Et du coup, en fait, tu as clairement identifié ce qui s'est passé, le fameux stop, perte de sens qui avait commencé avant que tu accouches, mais tu as réussi à faire le lien entre la naissance de ton fils et cette grosse perte de sens au travail. Complètement, parce que je m'étais beaucoup renseignée. Alors déjà, ma chef, ma responsable, elle m'avait dit: «Tu vas voir, quand tu vas accoucher, tes priorités vont complètement être sans dessus dessous, quoi. Vraiment, les choses, les plus importantes vont redescendre dans tes priorités et il y a des trucs que tu trouvais futiles, qui vont prendre une énorme importance». Et donc du coup, j'avais déjà cette phrase en tête et en plus de ça, je m'informais beaucoup sur le postpartum et aussi sur la notion de matrescence. Je sais pas si vous êtes familier de cette notion-là, mais en gros, c'est la transformation de la femme quand elle devient mère. C'est vraiment une transformation identitaire, donc je savais que ça, un peu avec le parallèle de l'adolescence, donc je savais que ça arrivait, mais je n'avais pas du tout pris la dimension du choc que ça peut être en fait. C'est vraiment un changement d'identité. Tu te perds complètement d'abord pour ensuite te retrouver. Et du coup, qui se répercute sur tous les plans de ta vie parce que tu étais femme et d'un coup, tu t'es retrouvée mère et en fait, ça a éclaboussé un peu tout ton quotidien, tout ce que tu avais déjà, et y compris ton boulot. Est-ce qu'il y avait d'autres choses où tu as senti vraiment ce grand chamboulement? Et on pourrait dire sur la sphère sociale aussi, donc déjà dans le couple, ça c'est sûr, parce qu'on passe d'une femme et d'un homme à un père et une mère, et pendant un très très longtemps, on est tous les deux focus sur le bébé, ce qui fait que on se regarde plus comme homme et femme. Les seules interactions qu'on a au tout début, enfin, juste après la naissance, c'est vraiment par rapport à Sandro. Donc pour se retrouver et se regarder comme on se regardait avant, il faut un petit peu de temps. Et puis sur la sphère sociale aussi, par rapport aux amis, on voit direct le clivage entre ceux qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas, puisque on se retrouve forcément à parler de sujets qui, enfin, quand même, on est avec un enfant 24 heures sur 24, donc les sujets qui reviennent de ton quotidien, de ce que tu as fait dans ta vie, ça tourne autour des enfants. Donc forcément, tu commences à avoir des affinités avec des personnes que tu trouvais assez chiantes parce qu'elles parlaient tout le temps d'enfants, bah, finalement, t'en fais partie et du coup, vous vous retrouvez entre vous, quoi. Ouais, 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 je vois exactement ce dont tu veux parler. En fait, je pense effectivement qu'on comprend pas quand on n'a pas traversé ça. Exactement, c'est comme si, tu devais pas parler de ton boulot alors que, ça prend toute ta vie, quoi. Surtout quand tu es entrepreneur, là, je fais encore un parallèle parce qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai quitté mon boulot donc mais voilà, il y a aussi des sphères comme ça, qui sont obligées de toucher d'autres pans de ta vie, en fait. Tu peux pas faire, cloisonner complètement et être plusieurs personnes à la fois, quoi. Et donc du coup, après ce constat de, «J'ai rien à faire ici», il fallait que je passe à l'action. Du coup, j'ai mis un peu de temps avant de prendre la décision et de l'assumer de partir. Donc pendant, 2 mois, j'étais là, «Non mais il faut que je parte, faut que je parte, faut que je parte», mais j'étais pas du tout encore dans une démarche active jusqu'au moment où, c'était une période très, très intense et stressante au boulot parce qu'on avait des audits annuels et les audits, c'est vraiment, de l'angoisse, anxiété, du stress, à un niveau incroyable et en fait, je me suis dit: «OK, là, c'est la dernière fois de ma vie que je vis cette situation-là». Et à partir du moment où j'avais pris la décision, l'audit est passé et 2 jours plus tard, je posais ma démission le jour de l'anniversaire de Sandro, le jour des 1 an de Sandro. Voilà, donc c'est une date très symbolique pour toi. Tu nous parleras tout à l'heure que pour son deuxième anniversaire, il s'est passé quelque chose aussi pour toi. Exactement. Donc en fait, tous les ans depuis sa naissance, il se passe des trucs importants à son anniversaire. Et donc à partir du moment où j'ai démissionné, clairement, ça a été la première libération. Le fait de vouloir partir, mais que les gens ne le sachent pas, tu es dans un espèce d'engrenage où en fait, tu veux pas participer au projet parce que toi, tu sais que tu vas partir, mais les autres le savent pas et donc du coup, tu es en dissonance un peu avec ce que tu veux et ce que les autres savent de ce que tu veux, en fait. Et donc à partir du moment où j'ai démissionné, j'ai été libérée d'un poids, mais énorme. Avant ça, j'étais, donc dans une situation de et anxiété parentale et burn-out, ce qui fait que j'avais beaucoup de pertes de mémoire. J'étais très, absente, en fait. J'arrivais plus à rien planifier. Je ne pouvais plus prendre un rendez-vous. Je pouvais plus, anticiper 2 jours plus tard, c'était juste pas possible, quoi. Et donc du coup, à partir du moment où j'ai démissionné, en fait, il y a une pression qui s'est évaporée et j'allais beaucoup mieux. C'est-à-dire que mon esprit était beaucoup plus clair, même si c'était pas encore ça puisque j'y étais toujours. Mon esprit était beaucoup plus clair, je ne pleurais plus quand je parlais de mon boulot.
qui est quand même un signe alarmant, hein. Si vous pleurez en parlant de votre boulot, c'est vraiment que vous avez atteint un niveau de détresse qui est assez avancé. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à pouvoir planifier ce qui allait se passer après, parce que j'ai démissionné sans savoir ce que j'allais faire après. J'avais déjà une activité d'auto-entrepreneur, mais je comptais pas à ce moment-là en vivre. Et en fait, quand la pression est retombée, j'ai pu commencer à planifier l'après parce que j'avais 3 mois de préavis. C'était la première étape de la sortie où j'ai pu sortir la tête sous l'eau, quoi. Ouais. Donc en fait, à partir du moment où tu as posé cette action concrète pour toi, mais aussi surtout pour les autres, eh bien en fait, ça t'a libéré d'un gros poids et ça t'a permis de construire l'après. Et est-ce que tu peux nous parler aussi éventuellement de quelles répercussions ça a eu? Tu disais tout à l'heure que tu avais des grosses pertes de mémoire, que c'était compliqué, etc. En lien avec ton anxiété, avec aussi ta vie sociale, ta vie familiale, ta vie de maman. Qu'est-ce que ça a changé, le fait que tu actes la fin de ton contrat? Et comment est-ce que ça a influencé sur ton anxiété de postpartum? Je dirais qu'à partir du moment où j'ai acté la fin de mon contrat, j'ai commencé à être plus dans l'introspection et aussi de me remettre en question par rapport à mon environnement et les interactions que j'avais avec les autres. Parce que pendant ce temps-là, pendant tout le temps où j'étais dans le mal, j'étais très, j'allais dire centrée sur moi, mais même pas, parce que j'étais centrée sur personne, quoi. Personne n'était important, ni moi ni les autres. Et à partir du moment où j'ai démissionné, j'ai réussi à voir les autres et à voir les répercussions que mon état pouvait avoir sur ma famille. Et en fait, c'est à partir seulement de ce moment-là que j'ai commencé à en parler avec mon conjoint. Avant ça, je disais pas que j'allais mal puisque je m'en rendais pas forcément compte. Je savais juste que je voulais démissionner, mais j'avais pas encore compris tout l'impact que ça avait dans ma vie. Une fois que j'ai démissionné, je me suis rendu compte que j'avais des pertes de mémoire avant. Je me suis rendu compte que je n'anticipais plus avant. Mais pendant que j'étais dans la situation, je m'en rendais même pas compte. Et donc, du coup, on a pu commencer à verbaliser et à parler de qu'est-ce qui s'était passé, même sans mettre de mots sur burn-out ou anxiété parentale. C'était juste le fait de se dire, ok, là, ça va mieux. En fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la suite? Et on entame le suite de notre vie, quoi. Ouais. Ce qui fait que pendant 12 mois, du coup, t'as vécu ça absolument toute seule, en fait. Ah oui, complètement. En préparant cet épisode-là, aujourd'hui avec toi, j'en ai parlé du coup à mon conjoint, où il m'a dit c'est quoi le sujet du podcast. Je lui ai dit mon anxiété et mon burn-out au boulot. Et il me répond mais tu considères que tu as fait un burn-out au boulot? Parce qu'en fait lui il a pas capté. Il a vraiment pas compris ce qui se passait, ce qui se jouait. Je suis très proche de ma sœur, c'est elle qui m'a expliqué parce qu'elle en avait déjà fait plusieurs. Là, elle m'a dit en fait là tu es carrément en burn-out. Non, non, en fait tu peux être en détresse et que ça se voit pas. Mais pas du tout, quoi. C'est-à-dire que toi-même, tu t'en rends pas compte et les autres, ils vont se rendre compte qu'il y a un truc à changer, tout ça, mais ils vont pas réaliser à quel point c'est important de sortir de cette situation. En tout cas, qu'elle dure pas trop longtemps. Oui, c'est ça, c'est que en fait, il s'est passé 12 mois entre le moment où t'as accouché et le moment où t'as posé ta démission. En 12 mois, il s'est passé plein de choses pour toi parce que d'abord, t'as appris à vivre en tant que maman, à vivre à trois, à vivre avec Sandro, à t'adapter à lui. Ensuite, il y a eu le retour au travail et du coup, en fait, tout ça, c'est des étapes qui se font progressivement. Et il y a plein de petits changements subtils. Et en fait, toi, aujourd'hui, avec le recul, t'es capable d'analyser tout ça, de voir tout ce par quoi t'es passé. Mais je pense qu'il y a tellement de personnes comme toi qui sombrent progressivement et qui n'ont pas forcément réussi à s'arrêter et qui vont jusqu'au moment où presque c'est trop tard. Mais en fait, toi, tu l'as vu doucement, ce vers quoi t'étais en train de glisser et t'as réussi à mettre un stop. Exactement. Parce qu'effectivement, ça a duré 1 an, mais c'était vraiment, vraiment, comme tu l'as dit, vraiment progressif. Je considère que les mois vraiment les plus compliqués, c'était les 3 derniers. C'était les 3 derniers parce que j'ai quand même réussi à créer mon entreprise pendant ces 1 an-là. Donc c'est que quelque part, j'avais quand même un appel de me dire: «J'ai envie de faire autre chose». Pour vous donner un peu plus de détails, en gros, j'ai créé mon auto-entreprise. Sandro avait 6 mois, un peu plus de 6 mois et en fait, j'avais cette idée de faire quelque chose en plus à côté en me disant que ça allait m'aider à rester dans mon travail. Ce qui est complètement utopique. Avec le recul, en gros, oui, bon, mon travail me plaît pas trop, alors je vais en créer un autre et puis je vais faire les 2. Bah, super. Un premier travail,
un travail en entrepreneuriat et un bébé sur le dos pendant que je fais mes commandes. Quand je dis sur le dos, c'est vraiment physique, hein. Il était en porte-bébé pendant que je fais mes commandes. C'était pas la meilleure idée. Donc, d'un côté, ça a accéléré mon burn-out, mais ça a aussi accéléré la fin d'une situation qui, de toute façon, ne me convenait pas. Et je trouve que c'était aussi très révélateur de ton état d'esprit, de ta vision des choses et peut-être aussi de ta personnalité, de ce que tu arrives à déployer pour créer quelque chose en fait. Donc, même si au départ ton intention était de réussir à tenir le coup dans ton ancien boulot, ça montrait aussi ton intérêt pour autre chose, cette capacité à rebondir, à créer, etc. Et justement, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de toi aujourd'hui. Tu as réussi quand même à créer quelque chose totalement différent à partir de ce que tu as expérimenté pour pouvoir accompagner d'autres. C'est ça. En fait, j'ai créé ma société qui s'appelle Louve. J'aide les futures mamans et les jeunes mères à préparer leur postpartum et surtout rester alignées avec qui elles sont pendant tout le process. Parce que avec cette transformation et ce changement identitaire, il y a quand même des valeurs qui restent ancrées en soi et un tempérament qui reste là, même s'il s'éteint pendant quelques mois, quelques semaines, il y a toujours quelque chose qui est là. Et mon principal conseil, c'est de rester toujours aligné avec ses valeurs dans toutes les décisions qu'on prend. Parce que c'est le désalignement vraiment qui fait que tu peux tomber et vraiment glisser vraiment vers la dépression. En tout cas, ça, c'est mon analyse à moi. Le fait d'avoir toujours ton fil rouge de ce qui te tient à cœur et ce qui est important pour toi, c'est aussi ce qui va te donner peut-être la force de démissionner. Parce que t'es pas aligné, parce qu'il y a un truc qui cloche. C'est ça qui va te donner la force de changer quelque chose dans ton quotidien. Si c'est changer de conjoint, bah c'est changer de conjoint. Si c'est changer de boulot, c'est ça. Si tu restes aligné avec tes valeurs et avec qui tu es, ce fil rouge te fera prendre les bonnes décisions. Et donc du coup, avec Louve, j'essaye d'accompagner donc comme je disais, les femmes enceintes à se faire confiance, à s'écouter et à s'entourer dans cette période très challengeante. Et du coup, effectivement, c'est né de mon expérience personnelle. Là où j'aurais bien aimé avoir des supports, parce que je crée des supports, des planeurs, du journaling, un peu dans un esprit de développement personnel. J'aurais vraiment adoré avoir ça, parce que j'étais très informée, moi, comparée à d'autres femmes enceintes qui vivent un peu leur grossesse comme ça, sans trop s'informer. Moi, j'étais vraiment allée au bout du sujet, parce que pour en arriver à la matrescence, c'est pas le premier truc que tu vois quand t'es enceinte, quoi. Et en fait, j'aurais eu besoin de choses pour écrire qui je suis à ce moment-là, prendre une photo de qui je suis, pour qu'au moment où je sorte la tête de ma bulle cosmique, j'ai ma référence de qui j'étais à ce moment-là. Et là, je travaille vraiment là-dessus, c'est-à-dire que une fois que tu es sorti de cette période assez difficile, il faut que tu retrouves qui tu étais, ce qui te faisait plaisir, essayer de retrouver l'essence de ce qui t'anime. Et bah, ça prend plus de temps quand tu as oublié et que il faut que tu ailles trifouiller dans ta vie d'avant et tes sensations d'avant. Alors que si tu as une référence, quelque chose comme base et te dire, bah voilà, moi j'aimais ça, j'étais comme ça paraît un peu schizophrène comme ça, hein, mais c'est vraiment ça, hein. On se perd vraiment et après, il faut retrouver les petits plaisirs. Ma mission aujourd'hui, c'est vraiment d'aider les femmes à ne pas trop se perdre et aussi à s'autoriser à changer d'identité. C'est OK et c'est même plutôt chouette, en fait, quand on y pense. De tout casser pour tout reconstruire encore mieux. Hmm. Ouais, c'est chouette ce que tu partages là et en fait du coup ça me fait réaliser que clairement malgré cette solitude dont tu parles, le fait de pas avoir pu en parler beaucoup autour de toi et d'avoir pas tellement pu clarifier avant cette fameuse date du 17 mars 2022 au moment où tu as démissionné, ce qui t'a permis aussi de t'en sortir, c'est vraiment ce fil rouge de ta personnalité, de ce qui t'anime profondément et ce que tu avais déjà commencé à créer avec cette auto-entreprise et les commandes de Mère Alpha à l'époque. C'est ça. Ok. Et aujourd'hui, comme ça fait déjà 1 an que tu as démissionné, tu as un petit peu de recul. Comment est-ce que tu vois cette période de ta vie en fait? Et qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement et éventuellement en quoi aujourd'hui tu es complètement ou pas complètement différente de celle que tu étais avant? Et justement, j'aime bien le complètement ou pas complètement pour faire écho à ce que tu viens de dire où on a
ce fil rouge de qui on est et qu'on a aussi le droit de tout déconstruire et reconstruire quelque chose de nouveau en fait. La première leçon, c'est que le temps, c'est ton bien le plus précieux et je réalisais pas à quel point c'était le cas avant d'avoir un enfant et d'en manquer terriblement. Courir après le temps, c'est la sensation la plus horrible j'allais dire de tous les temps. Donc du coup, ça c'est la première leçon. Ton temps, c'est le bien le plus précieux, donc prioriser les gens, les activités et tout ce qui m'embête, je le fais plus ou alors je fais en sorte de le diminuer et de faire vraiment le strict minimum. Voilà, il y a des choses, on peut pas faire que ce qu'on aime, mais on peut essayer de s'organiser pour regrouper les choses qu'on n'aime pas faire au même moment, comme ça on est débarrassé. Et surtout, implémenter des activités qui font du bien au quotidien et de les planifier en premier dans sa semaine. Dire voilà, là ça c'est mon moment. Une autre leçon que j'ai apprise, c'est qu'il faut pas rester seul. Parce que le moment où j'ai vraiment vu la différence entre moi qui ai démissionné et moi qui me lance pleinement dans l'entrepreneuriat, ça a été l'événement où on s'est rencontrés, au Bichot à Paris début octobre. C'est vraiment un énorme tournant dans ma vie professionnelle, mais surtout dans ma vie en tant que femme, parce que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point les autres me nourrissaient et à quel point en postpartum, t'es complètement seule et que ça peut faire la différence, quoi. Donc vraiment ne pas rester seul, s'entourer, alors bien s'entourer, parce qu'il y a aussi des personnes qui te tirent un peu vers le bas, t'entourer de personnes bienveillantes et qui te laissent t'exprimer, c'est super important. Et troisième leçon, prendre le temps de se mettre sur pause, c'est-à-dire prendre le temps des fois de souffler, de faire du vide dans son emploi du temps, si jamais tu as besoin de te ressourcer, de rester connecté à toi-même et de se faire de l'introspection, prendre le temps d'être avec soi. Voilà, de ne pas avoir peur d'être avec soi. Ouais. Oui, parce que de toute façon, si t'as peur d'être avec toi, t'es mal barré parce que tu seras avec toi toute ta vie. De toute façon. C'est la seule personne que tu te coltines toute ta vie, donc aime-toi. Exactement. Merci beaucoup, Sarah, de nous avoir partagé tout ça. Et on arrive au bout de cet échange. Si tu devais conclure par un mot, une phrase, une expression, une image, en lien avec ton parcours, avec ce que tu as traversé et surtout ce que tu as réussi à reconstruire aussi derrière, ce serait quoi? Mon mot de la fin, ce serait: lâchez-vous la grappe. Faites tomber la pression que vous avez sur vos épaules. Des fois, c'est de la pression qu'on se met tout seul. Autorisez-vous à être léger, à croquer la vie à pleines dents. Waouh! Non, vraiment croquer la vie à pleines dents, mais au-delà de l'expression, vraiment, laissez-vous, autorisez-vous à être vous-même. Et des fois, on se met vraiment des pressions, des autopressions, et quand on discute avec les autres, on se rend compte que, en fait, c'était dans notre tête que ça se passait. Essayez d'être vous. Peut-être même faites un essai pendant, je sais pas, une semaine, 100% vous, en disant merde, en disant non, en disant machin, et vous allez voir, en fait, il y a rien qui va exploser, quoi. Tout le monde s'en sortira et vous vous sentirez encore mieux. Ok, super. Lâchez-vous la grappe, ça me plaît bien. C'est des choses que je me répète régulièrement et que j'ai aussi plusieurs fois partagées sur Insta. En fin d'épisode, j'aime bien proposer un petit quiz gourmand pour les croqueuses que nous sommes. Donc j'ai quelques questions rapides à te poser. Tu réponds du tac au tac sans forcément réfléchir. Tu peux détailler tes réponses si tu veux, en spontané, sans se prendre la tête. Ça te va? Parfait. Ok. Alors, quel est ton péché mignon? Tu sais, cette gourmandise à laquelle tu peux pas résister, qui est devant toi et qui t'appelle avec ses petits yeux doux? Sans aucune hésitation, c'est les crêpes. Ah ouais. Alors tu mets quoi dedans? Les crêpes, je mets du Nutella. J'aime pas le chocolat, mais j'aime bien le Nutella à petite dose dans la crêpe, c'est parfait, et de la confiture. Caramel beurre salé aussi, en fait, quel que soit ce qu'il y a dedans, la crêpe, c'est la crêpe, quoi. Super. Si ta vie pouvait se manger, ce serait quel plat? Je dirais un aloko attiéké, c'est le plat national de la Côte d'Ivoire. C'est le meilleur plat au monde. Et il y a quoi dedans? C'est des bananes plantains, donc qu'on appelle de l'aloko, et l'attiéké, c'est du manioc. C'est un peu comme de la semoule de manioc. Et on mange ça avec du poulet ou du poisson. Ok, super. Merci pour le voyage. La dernière fois, on était parti au Mexique, donc là, ça nous change. On va pas sur les mêmes continents. Merci, Sarah. Avec plaisir. Est-ce que tu es plutôt bière, café, thé ou eau? Thé. J'aime beaucoup les thés fruités,
avec un peu de citron pour un moment self-care. Ouais, c'est cool de prendre le temps comme ça de boire son petit thé avec un petit journal où on écrit ses pensées, tout ça, c'est génial. Est-ce que t'es plutôt radis, hamburger, falafel ou bourguignon? Burger. 100% burger. J'aime tous les burgers. Je mange que des burgers quand je vais au restaurant, c'est gravissime, mais j'adore les burgers. Avec des frites de patates douces. Est-ce que t'es plutôt chocolat noir, chocolat blanc ou chocolat au lait? Je n'aime pas le chocolat, donc aucun des 3. Donc pour te faire plaisir, même pas un bon fondant au chocolat. C'est une bénédiction de ne pas aimer le chocolat. Quand je vois vos addictions, je suis là: «Non, mais moi j'ai pas du tout cette addiction-là». Toi, t'es addict au burger. Ouais, ça craint. Je sais pas si c'est mieux en fait. Un grand merci Sarah d'être venue ici à mon micro, à ton micro, pour partager un petit bout de ton parcours avec nous. Et si on veut te suivre et te retrouver, comment on fait? Alors, vous pouvez me retrouver sur mon podcast qui s'appelle Louve, L2OVES, et sur Instagram, louve.fr. Super. On continue de se causer et de suivre tes aventures et tout ce que tu construis. Merci beaucoup Pauline pour l'invitation, c'était super cool de parler à ton micro et génial ce que tu fais. Vraiment, merci beaucoup. Merci Sarah. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide. Notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. À la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur.